Chapeau pointu, balai, chaudron fumant, on croit tous savoir à quoi ressemble une sorcière. Mais derrière le cliché se cache une figure bien plus riche, femme savante, guérisseuse, gardienne de la nature, victime des bûchers et aujourd'hui icône féministe. Entre artisanat, transmission, féminisme et lien à la nature, soyez prêts à redécouvrir le personnage de la sorcière. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Manga Insight. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une invitée toute particulière puisqu'il s'agit de Justine Jouet, historienne spécialisée sur le personnage de la sorcière. Et ça tombe très bien puisque l'épisode d'aujourd'hui est justement dédié à ce personnage que l'on connaît tous, mais dont on ignore forcément, quasiment, sa véritable histoire et sa véritable personnalité. Justine, comment vas-tu ? Très bien. Merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir d'ailleurs accepté, puisqu'il est en effet très rare aujourd'hui, en tout cas très difficile je trouve, de mon point de vue, de réussir à trouver une personne qui soit réellement intéressée et spécialisée sur l'histoire de la sorcière, qui pourtant est une part importante de la pop culture. Et ça tombe très bien puisque j'ai une première question pour toi, Justine. C'est quoi une sorcière ? Alors pour moi, il y a deux possibilités de définition pour une sorcière. Il y a la femme qui a été condamnée pour sorcellerie il y a bien des siècles, où on est plutôt sur une femme qui est âgée, qui vit seule, et à qui on prête des pouvoirs surtout maléfiques, et elle serait responsable finalement de toutes les épidémies de l'époque, et elle se déplacerait bien sûr par balai pour se rendre au sabbat. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui se disent sorcières et qui se revendiquent même sorcières, pour qui c'est un acte même féministe. Et ces femmes-là vont plutôt être des personnes qui sont connectées à la nature, qui ont des célébrations telles que des sabbats, comme la Samin, l'Ita, etc., les solstices, les équinoxes, mais qui sont aussi sensibles aux lunes, les nouvelles lunes et puis les pleines lunes. Et enfin, elles peuvent avoir des capacités de type médiumnique, passeuse d'âme, soignante avec leurs mains, etc. D'accord. Mais justement, le personnage de la sorcière a souffert d'une mauvaise réputation, comme tu l'as sous-entendu en introduction, et a également souffert de beaucoup d'idées reçues et d'archétypes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des archétypes particuliers auxquels toi, tu pourrais associer spontanément la sorcière, justement ? Oui, moi, l'image que je garde en tête, c'est celle de Blanche-Neige, qui m'a vraiment suivie toute mon enfance, où c'est vraiment une sorcière qui est assez impressionnante, plutôt très laide. Aujourd'hui, heureusement, les sorcières qu'il y a dans les dessins animés sont certes toujours méchantes, mais plus douces dans leurs traits du visage. Et puis, j'ai grandi aussi avec les sorcières bretonnes, plutôt celles des cours de justice. D'accord. Ou alors des rebouteux, etc. Ah, quand tu parles des cours de justice, c'est celles qui étaient jugées, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment grandi donc avec les rebouteux, les magnétiseurs, etc. En parallèle des dessins animés. Et puis, j'estime qu'on grandit toujours, et depuis plus de 6 ans maintenant, je travaille sur les sorcières, et là, c'est plutôt dans les archives. Donc bien loin du ballet et du nécrochu. D'accord. Et selon toi, donc on est en 2025, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, selon toi, pourquoi est-ce qu'actuellement, la figure de la sorcière, justement, elle continue de fasciner autant ? Parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette figure-là, et puis elle a été énormément érotisée. C'est-à-dire que durant la chasse aux sorcières, les démonologues, etc., ont dit que la femme était impure, que la sorcière devait être éliminée. Donc il y a cette idée de puissance qui reste. Et puis je crois que les sorcières font peur finalement, enfin de moins en moins. Le public que j'ai parfois dit courageusement qu'ils en ont peur, ou alors j'ai des gens qui sont pas très à l'aise avec la sorcellerie ou la magie. Mais la plupart du temps, quand même,
la société commence à comprendre que quand on parle de sorcières, on parle de personnes qui étaient guérisseuses finalement, à base de plantes. Oui, de personnes qui détenaient un savoir qui pouvait déranger au final le pouvoir en place. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord, et ça tombe très bien puisque aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de la sorcière ou du sorcier à travers 3 titres très présents sur le marché du manga en France, notamment l'Atelier des sorciers, Sorcières et l'Éden des sorcières. Et on va commencer par l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama et disponible aux éditions Pika Éditions. Donc est-ce que toi tu l'as lu ou est-ce que toi tu le connais, t'en as entendu parler? Je suis pas du tout familière du milieu du manga. Ok. Donc je veux bien que tu nous rappelles que ça soit pour ma communauté qui écoutera ton podcast, Bien sûr. mais aussi pour ta communauté, me rappeler dans les grandes lignes, ouais. Ouais, bien sûr. Alors, l'Atelier des sorciers, c'est un manga qui n'est pas très vieux et dans lequel, en réalité, on va suivre une apprentie sorcière. On suit Coco, qui est une jeune fille qui, initialement, n'est pas du tout sorcière. Elle est née, entre guillemets, humaine lambda, sauf que le destin va vouloir que, justement, elle parvienne à lancer un sort et c'est le lancement de ce sort qui va l'embarquer dans une histoire où, justement, la magie est présentée non seulement comme un secret à protéger de toutes ses forces, mais surtout comme un véritable métier d'art. On parle limite d'artisanat, d'ingénierie, de précision, mais c'est un savoir à protéger. Comment toi, avec cette définition, cette présentation de l'Atelier des sorciers, tu perçois justement cette idée d'associer la sorcellerie à un artisanat ou même à un savoir-faire transmis? Alors ça fait très bien le pont parce que quand tu parles d'artisanat, aujourd'hui il y a des sorcières qui cultivent de la sauge pour pouvoir en faire des bâtons de sauge. D'accord. Puisque la sauge c'est vraiment un élément très important dans la sorcellerie et la magie actuelle. Même je pense dans les temps anciens, il y a la croyance que lorsque tu as des énergies négatives sur toi ou alors dans ton foyer, tu nettoies ta maison et toi-même avec des bâtons de sauge, donc tu fais sécher ta sauge, c'est quelque chose d'assez long, et il faut un certain savoir-faire quand même pour faire de beaux bâtons de sauge, etc. Et puis de la bonne magie aussi, parce que on a vite fait de tomber dans de la magie noire aussi. Donc je trouve que l'artisanat, oui, la magie se cultive et est un art assez fin. Et puis quand tu parles de savoir transmis, ce qu'on pensait à la Renaissance quand on a brûlé des sorcières, c'est que parfois le savoir se transmettait. Donc on brûlait la grand-mère, la mère et la petite fille pour être sûr d'éteindre la lignée. Et aujourd'hui... il y a 2 croyances, il y a soit on pense que les sorcières naissent ainsi, ou alors qu'elles se transmettent le savoir de père en père en fait, enfin entre pairs, P-A-I-R-E-S. D'accord, entre personnes en fait. Ouais, c'est ça, entre personnes de même magie, bord, qualité, voilà. Ok, et ça tombe bien puisque t'as évoqué l'idée que dans beaucoup d'histoires occidentales, la sorcière, elle naît, elle, avec ses pouvoirs qui sont intrinsèquement en sa personne. Oui. C'est une part importante de son individualité et c'est ce qui fait qu'elle est sorcière, c'est qu'elle ne peut pas acquérir ce pouvoir-là, elle l'a forcément dès sa venue au monde. Dans l'Atelier des sorciers, c'est pas le cas, puisque très rapidement on découvre que la magie en réalité c'est un savoir qui se transmet. Qu'est-ce que ça change qu'une histoire montre justement qu'on peut devenir sorcier ou sorcière et qu'on ne naît pas forcément avec des pouvoirs? Je dirais que ça ouvre le champ des possibles de penser que c'est pas une élite ou alors une seule partie de la population qui a ces capacités-là. Je pense qu'il y a des capacités qui peuvent se développer, qui sont liées à l'être humain, comme l'intuition, des choses qui nous viennent de notre cerveau reptilien. Mais voilà, pour moi, ça ouvre le champ des possibles à quiconque de se dire, voilà, moi je peux développer mon intuition, je peux développer certaines capacités et finalement devenir sorcière. On va maintenant évoquer Sorcière de Daisuke Igarashi qui est disponible chez Delcourt Tonkam. Et là, pour le coup, on a un manga qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mystique, puisqu'on se retrouve avec, d'abord c'est un diptyque qui contient plusieurs récits. Et chaque récit va aborder en réalité une vision unique de ce que peut être la sorcière. Mais tous ont un point commun, c'est qu'ils vont être très ancrés dans la nature et dans la spiritualité. On va notamment avoir un récit où 2 sorcières, entre guillemets, vont se confronter. D'ailleurs, il n'y a même pas de guillemets à mettre, puisque 2 sorcières vont se confronter. L'une va être porteuse
d'un message, tandis que l'autre, justement, va se comporter selon son égoïsme, selon sa personnalité, sa volonté propre. Toi qui n'es pas forcément, justement, comme tu l'as souligné, lectrice de manga, est-ce que ce genre d'approche peut te faire penser à des traditions ou des récits que tu connais et qui font partie de notre imaginaire occidental? La magie noire, j'en ai eu des... le côté sombre du manga dont tu parles, ça me fait penser à la magie noire, parce que... et puis au côté gothique aussi, j'y reviendrai après, que un jour, j'étais sur une émission de radio régionale, et puis j'ai eu le malheur de dire que je croyais à la sorcellerie, autrement que par une démarche scientifique. Et j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui se disaient victimes de magie noire. Et là, on bascule dans d'autres sphères, en fait, qui sont vraiment des sphères que je respecte. Et ces personnes-là, voilà, si elles avancent ces faits-là, c'est qu'effectivement, elles en sont victimes et je les croyais. Mais voilà, il y a quand même un côté sombre à la sorcellerie qui existe, qui s'appelle la magie noire, et des personnes s'en disent victimes. Et il y a aussi un côté très très noir. Enfin, le noir est une couleur qui est très liée aux sorcières. Le chat noir, souvent les costumes de sorcières, etc. sont noirs, donc finalement ça va très bien avec le personnage de la sorcière aussi. Ouais. Dans une autre histoire de sorcière, on suit une chamane d'Amérique latine qui justement lutte pour protéger sa forêt, la forêt amazonienne, et donc son peuple. Et donc dans cette histoire, elle devient une vraie figure de résistance face à une société toujours plus agressive, toujours plus meurtrière. Est-ce que toi tu penses que dans ce type de récit, on peut justement, est-ce que la sorcière aujourd'hui peut devenir une vraie figure de résistance? Ou est-ce que ça reste une figure qui va amuser le public? Je trouve que les sorcières sont de plus en plus respectées et qu'elles vont à la fois dans le courant de la société et à contre-courant. Aujourd'hui, on a une société qui va vraiment très vite, trop vite, je trouve. Et les sorcières ont cette capacité à ralentir le rythme, à vraiment avoir un côté originel, je trouve. À ce qu'on était avant tout ce consumérisme, l'ère industrielle, etc. Où finalement, pour moi, elles reviennent aux sources du paganisme qu'il y avait avant que la religion catholique finalement éradique tout ça, enfin, avec cette volonté de créer des fêtes religieuses là où il y avait des fêtes païennes, etc. Et il y a du coup cette volonté d'aller certes à contre-courant, mais en même temps elles sont très modernes parce qu'elles utilisent les outils d'aujourd'hui qui sont les réseaux sociaux, Facebook, Insta, beaucoup, pour parler de qui elles sont, comment elles sont sorcières au quotidien. Donc ça ouvre une porte aussi sur leur quotidien et leur monde qui se veut un peu à l'écart de la société. Ok. Dans L'Éden des sorcières, qui est un manga en 8 tomes de chez Kiyun et signé Yumeji, on est dans un monde post-apo où la nature s'est retrouvée confrontée à une situation, à une prise de décision. Pour se protéger, elle s'est cachée dans des enclaves qui sont protégées et gardées justement par des sorcières. Sorcières qui détiennent un savoir mais qui arrivent à communiquer avec les plantes et qui incarnent en réalité une ultime chance d'harmonie entre humanité et végétaux et animaux. Est-ce que toi, à travers ce pitch, tu vois une forme de résonance avec des préoccupations actuelles qui pourraient justement animer les sorcières d'aujourd'hui? Tu entends des préoccupations écologiques ? Écologiques, le rôle des femmes dans les récits, parce que là, dans L'Éden des sorcières, les sorcières ne peuvent être que des femmes. C'est un rôle qui se transmet, effectivement, généralement de mère en fille, mais ça ne peut être que des femmes et des femmes rejetées par la société. Ok, donc on est vraiment dans l'archétype de la sorcière où ce sont des femmes qui sont rejetées, mais qui en même temps ont une forme de sororité. Et on est en plein dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les sorcières d'aujourd'hui, alors peut-être qu'elles font pareil que les sorcières d'hier qui ont été brûlées, mais avant, en fait, si tu veux, on n'a pas de mémoire de sorcières parce que ces femmes-là ne savaient ni lire ni écrire. D'accord. Donc en gros, si tu veux, on a une justice d'hommes sur une population féminine, et le seul prisme qu'on a de les étudier, c'est finalement les hommes qui ont écrit. Donc
aujourd'hui, les sorcières d'aujourd'hui, elles écrivent, elles publient des livres, elles créent du contenu sur les réseaux, donc on sait plus leur rôle, etc. Donc là où on rejoint les sorcières d'aujourd'hui avec le manga dont tu parles, c'est que ce sont des femmes qui sont assez proches de la nature, donc qui ont besoin viscéralement de se rendre en forêt, qui peuvent communiquer avec les arbres, qui sont très détentrices d'un savoir des plantes, que ce soit pour se soigner, pour s'apaiser, etc. Donc voilà, ça résonne bien avec ton manga. Et aujourd'hui, par contre, ce qui résonne encore plus, c'est que être sorcière, pour certaines femmes, c'est un acte féministe, dans le sens où là où avant, dans les sociétés d'avant, la femme, son rôle, c'était d'être un ventre, on schématise, mais d'être un ventre à donner naissance, si possible, à un fils, dans le meilleur des cas. Là, c'est des femmes qui, aujourd'hui, décident en fait de vivre pleinement qui elles sont, essayent d'être une super maman, une super femme, mais surtout, enfin épouse, mais surtout être une femme elle-même, quoi, exister en dehors des carcans de la société. Donc ça, c'est le sens un peu féministe. Mais je trouve que voilà, ton manga est bien pour, répond bien au côté sorcière d'aujourd'hui, parce que il y avait de toute façon un lien avec les plantes, que ce soit maintenant ou hier. Je suis claire ? Ah oui, très clair. Okay. C'est très très clair. D'autant plus que je me permets de rebondir, tu expliquais justement que les femmes sorcières d'aujourd'hui cherchent à se détacher des carcans imposés par une société profondément masculine. Oui. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'Éden des sorcières, puisqu'on a donc on suit justement une jeune sorcière qui cherche à rejoindre l'Éden des sorcières, qui est censé être le but ultime. Et au cours de son aventure, elle va être obligée de se sortir des carcans de l'image que les autres personnages ont de la sorcière, mais également de la femme, puisqu'elle va quand même se faire passer pour un homme, pour pouvoir intégrer une armée, pour connaître les plans de cette armée vis-à-vis d'un village de sorcières. Donc moi, je trouve que ça répond, on retrouve effectivement pas mal ce côté de se détacher des carcans sociaux et sociétaux des autres. Oui. Il y a vraiment le côté où il faut briser un moule dans lequel on a mis la femme, de vraiment ne pas se choisir, ou se choisir après, ou vraiment passer après. Or là, il y a une mise au pas des femmes qui disent non, en fait, je choisis quand je veux avoir un enfant, je me choisis, je monte ma boîte, etc. Et ça fait exister la femme. Et puis il y a tout un tas de recherches qui sont menées sur les sorcières, sur tout le matrimoine est en train de remonter aussi, les histoires des femmes oubliées dans tous les domaines. Donc c'est un ensemble en fait, finalement, bien au-delà des sorcières. Et justement, finalement, est-ce que la figure de la sorcière est juste une figure d'utopie féminine et écologique, ou est-ce que la société fait bien de la mettre dans le carcan du personnage fantastique ? Alors, je crois que c'est comme tout, en fait, faut pas d'extrême, mais tant qu'une femme se libère, vit très bien ce qu'on appelle un éveil spirituel, c'est-à-dire de se dire... des capacités, je suis sorcière, ou même de dire, de prendre conscience, je sais pas, qu'elle a tout donné pendant des années pour des gens et que non, en fait, elle se choisit, etc., qu'elle est sur un chemin spirituel ou non. Du moment que ça se passe bien et qu'elle fasse pas, je sais pas, du mal aux autres, etc. Voilà, du moment que ça aille pas dans un extrême, je trouve ça super sain. Après, je suis aussi pour peut-être pas enfermer dans un carcan, mais en tout cas que le fantastique continue, parce que ça permet d'avoir un autre média pour accéder à l'histoire des sorcières. Et puis vu qu'aujourd'hui on a un contrebalancement quand même de l'histoire des sorcières qui est pas mal, avec beaucoup de bibliographie ces dernières années, en fait ça va bien ensemble, je pense. Effectivement. Après ce petit tour d'horizon et donc la présentation de ces 3 mangas, est-ce que tu trouves, toi, que la figure de la sorcière que je t'ai présentée à travers les 3 titres rejoint ou s'éloigne de l'image que tu en avais au départ ? Ça s'accorde totalement en fait avec l'image que j'ai, proche de la nature, le fait qu'on puisse apprendre des capacités, peut-être pas toutes à
différents âges, etc. Elles s'apprennent, mais oui, ça me paraît vraiment cohérent. En fait, je pense que les histoires des sorcières dont je traite ne m'appartiennent pas et que je suis pas non plus, tu vois, parole d'évangile pour trouver qu'un manga est bon ou pas. Bien sûr. Mais je trouve que du moment que l'histoire des sorcières circule, c'est hyper important. Et puis bah, tu m'as appris quelque chose, je savais pas que dans les mangas, il y avait des sorcières, qu'il y avait des sorcières au sens originel du terme, proche de la nature, etc. Vous voyez ça, plutôt culture vraiment pop, avec l'image que j'ai très succincte des mangas. Donc merci à toi du coup. Il y a effectivement des titres qui ont une image très traditionnelle de la sorcière, mais aujourd'hui on a effectivement des auteurs et des autrices, puisque pour le coup Kamome Shirama et Yumeji sont des femmes qui s'approprient certains thèmes pour nous offrir des histoires fantastiques, puisque par exemple je vais rebondir sur l'atelier des sorciers, donc de Kamome Shirama. L'atelier des sorciers traite par exemple du tabou de l'essai scientifique entre guillemets des sorts sur autrui, par exemple. Donc ça rejoint le test sur les animaux par exemple qu'on peut faire. Enfin, ça me fait popper ça dans mon esprit, mais oui, l'idée que il y ait toujours des dérives quoi. C'est ça. Qui puissent apparaître. C'est exactement ça. Tout comme dans Sorcière, on a d'ailleurs une histoire dans le premier tome, et le tome 2, je l'ai pas encore reçu, donc je pourrais pas en parler, mais dans le premier tome, la dernière histoire, c'est un prêtre qui explique que sa petite sœur est devenue une sorcière, et que lorsqu'une catastrophe est sur le point d'arriver, elle vient sur le dos d'un moineau pour le prévenir. Ah oui, ok. Voilà, donc on a cette approche-là, donc on a l'approche effectivement de la dualité entre sorcières, donc l'une qui est très proche de l'humanité, l'autre qui ne satisfait que ses désirs personnels, ou encore la chamane qui cherche justement à protéger la forêt. Et aujourd'hui, selon toi, à travers ces 3 mangas, donc la sorcière, on le sait, est une figure universelle à l'heure actuelle. Qu'est-ce que, au final, ces 3 mangas pourraient apporter de neuf dans sa représentation ? La notion que finalement c'est lié à plusieurs cultures, que dans la culture du manga, ça a un sens propre à cet univers-là, qui va être différent de l'Amérique du Sud, etc. Et puis c'est le reflet des pays qui produisent ces écrits-là. Donc moi je trouve ça très très intéressant, que ça soit pour tes auditeurs et tes auditrices de découvrir ou de redécouvrir ces titres-là. Et puis pour les personnes de ma communauté qui connaissent pas, de se dire ah oui, en fait il n'y a pas juste les livres historiques ou alors les livres féministes d'aujourd'hui, mais il y a aussi la sorcière dans le manga. Donc ça fait vraiment des ponts qui sont vraiment intéressants. Et des ponts qui éventuellement peuvent permettre à certaines personnes de reconsidérer ce qu'est une sorcière au final quelque part. Oui, tout à fait. Des fois tu peux avec un livre ou une série repenser ton stéréotype, le faire évoluer, te dire ah tiens je pensais ça depuis que j'étais gamin, mais en fait ça s'est pas du tout passé comme ça, etc. Enfin voilà, vraiment ça peut modifier ta conception de la sorcière. Super, merci beaucoup Justine d'avoir accepté de répondre à mes questions sur le mythe de la sorcière. Merci à toi pour ton invitation et puis pour la découverte de nouvelles lectures. Si jamais ça t'intéresse, l'Atelier des sorciers doit sortir en anime, en adaptation animée l'année prochaine, enfin au printemps normalement 2026, si je ne m'abuse. D'accord. Donc je ne peux que t'inviter à le découvrir si jamais tu en as l'occasion. Ah oui, avec plaisir pour l'anime. Oui. Parce que pour le coup, normalement ça devrait être une petite pépite. Normalement ça devrait être un petit bonbon, ça devrait être top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. J'espère que le mythe de la sorcière continuera d'exister à travers notre culture de manière générale. Oui. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci encore. De rien. Et c'est sur ces bonnes paroles que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.